L'Europe est cernée de périls. Comment doit-elle y répondre? Comment répondre à Donald Trump? Comment faire face au bellicisme de la Russie, aux appétits commerciaux de la Chine? Comment relever les autres défis démographiques, économiques, technologiques, institutionnels? Nous en parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Nicolas Bavrez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, historien, essayiste et avocat, passé par Normal Sup ELENA, docteur en histoire et diplômé en sciences sociales. Vous signez tous les lundis... C'est inquiétant. Vous signez bien sûr tous les lundis une chronique dans Le Figaro et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur Raymond Aron et Alexis de Tocqueville. Je citerai les deux derniers, Démocratie contre empires autoritaires, paru en 2023, et Sursaut, la France qui tombe 20 ans après, en 2024, aux éditions de l'Observatoire. Olivier Zajac, bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous êtes agrégé et docteur en histoire des relations internationales, diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr et de Sciences Po Paris. Vous enseignez les sciences politiques à l'université Jean Moulin Lyon 3, où vous dirigez l'Institut d'études de stratégie et de défense, que vous avez cofondé, je crois. Vous avez également signé de nombreux ouvrages. Le dernier s'intitule « Les limites de la guerre, l'approche réaliste des conflits armés au XXIe siècle », paru en 2024 aux éditions Mar & Martin. Joséphine Staron, bonsoir. Vous êtes docteur en philosophie politique, directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia. Votre premier essai est paru en 2022, Europe, la solidarité contre le naufrage, aux éditions Sinopia. Jean-Dominique Giuliani, bonsoir. Vous êtes président de la Fondation Robert Schuman, qui promeut les valeurs et les solutions offertes par l'UE. Vous publiez chaque année le rapport Schuman sur l'Europe et votre dernier opus personnel a pour titre « Européens sans complexe », paru en 2022 chez Maribé Éditions. Alors je voudrais qu'on commence par écouter Donald Trump, qui avait des choses à dire à Davos sur les Européens. Alors écoutons-le. Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. And I love Europe, and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction. The United States cares greatly about the people of Europe. We really do. I mean, look, I am derived from Europe. Scotland and Germany, 100% Scotland, my mother, 100% German, my father. And we believe deeply in the bonds we share with Europe as a civilization. I want to see it do great. That's why issues like energy, trade, immigration, and economic growth must be central concerns to anyone who wants to see a strong and united West. Because Europe and those countries have to do their thing. They have to get out of the culture that they've created over the last 10 years. It's horrible what they're doing to themselves. They're destroying themselves. It's beautiful, beautiful places. We want strong allies, not seriously weakened ones. We want Europe to be strong. Nicolas Bavrez, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette déclaration qui fait suite à d'autres? D'abord, je trouve révélateur qu'on démarre par, par Donald Trump, qui effectivement a fait une OPA sur Davos. Et je pense que c'est un peu le problème que nous avons, c'est qu'il mène une telle dynamique, une telle offensive d'effroi et de sidération que tout le monde se réfère à lui. En même temps, il y a une grande vérité, c'est-à-dire que le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que de fait, depuis 1945, elle a été réassurée sur le plan stratégique, sur le plan économique par les États-Unis. Et c'est ça qui change. Et même dans les années 30, j'allais dire, alors que l'Europe était face à Hitler et Staline, il y avait cette idée qu'au bout du bout, l'Amérique était quand même l'espèce de refuge de la liberté. Et ça, c'est terminé. En matière de destruction, j'allais dire, les Européens, certes, ont fait beaucoup d'erreurs, on va y venir, mais le grand destructeur, c'est Donald Trump. Il a quand même, en moins d'un an, détruit le soft power des États-Unis, la démocratie aux États-Unis, parce que c'est maintenant une démocratie libérale, l'Occident et le lien transatlantique. C'est quand même, ça fait quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, justement, comment est-ce que l'Europe... Quel est le plan de Trump pour nous, pour l'Europe ?
Il l'a très clairement dit, c'est la vassalisation. C'est pas la rupture, hein. Non, parce non. Que c'est la même chose également dans la stratégie nationale de sécurité. Il est à la fois très désagréable sur l'Europe, mais en même temps, il explique qu'elle est importante. On vous aime tellement qu'il faut absolument que vous nous ressembliez. Absolument. Et avec, soi-disant, l'union des patriotes, mais l'union des patriotes, les patriotes, pour eux, c'est les partis d'extrême droite. Oui. Donc on peut quand même s'interroger déjà sur leur vrai caractère patriotique et surtout sur ce que ça représente. Le problème, parce que là encore, quand on voit ça, on a envie d'être manichéen. Et il ne faut pas l'être. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est inacceptable, c'est précisément cette idée-là. Donc l'Europe est de fait dans une situation très compliquée, comme vous l'avez rappelé. Elle est prise en tenaille entre la menace existentielle de la Russie, l'offensive économique, la dépendance économique vis-à-vis de la Chine, et puis maintenant les États-Unis qui sont devenus pour elle un prédateur et non plus un protecteur, puisque finalement l'Europe est beaucoup plus ciblée finalement que la Chine par l'administration Trump. Donc ce qui est inacceptable, c'est la vassalisation. En revanche, il faut entendre des choses qui sont vraies. C'est-à-dire que les illusions de l'Europe, que la paix se faisait par le commerce et par le droit, qu'on pouvait distinguer le soft power, oublier le hard power, et qu'on pouvait séparer entre les États et Bruxelles, que le fait d'avoir un grand marché, ça vous donnait du pouvoir géopolitique en soi. Bon, tout ça, ça n'a pu prospérer que parce que, de fait, on était protégé par les États-Unis. Et donc les Européens se sont installés effectivement dans une bulle déconnectée. Et par ailleurs, ce qui nous est dit sur... Vous avez une démographie qui est en train de s'effondrer, vous produisez peu de croissance et vous avez des problèmes de sécurité et vous nous avez entièrement délégué la défense et puisque vous n'êtes pas capable de vous défendre, eh ben, il vous reste simplement à choisir votre protecteur et on est les mieux placés pour ça. Ça, il faut l'entendre. Donc, on a vraiment un formidable atout à jouer parce que, du coup, la dérive illibérale des États-Unis permet à l'Europe de devenir le refuge de la liberté. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on se secoue. Mais cette menace de vassalisation que vous avez pointée, elle existe, non? On est déjà les vassaux, Jean-Dominique Giuliani. Je pense que le vrai danger, je suis d'accord avec ce que dit Nicolas Bavrez, mais je pense que le vrai danger pour les Européens, c'est de répéter les arguments des Américains. Oui. C'est votre dernier édito. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul Krugman, un Américain, prix Nobel. Prix Nobel d'économie. Que l'Europe est globalement plus riche que les États-Unis. C'est-à-dire l'Europe... Et qu'elle a choisi... Elle ignore sa puissance pour vous. Elle méconnaît sa force. Non, comme le dit Nicolas, elle a axé sa puissance sur le commerce, sur l'industrie, etc. Mais globalement, c'est... avec la Norvège, le Royaume-Uni, la Suisse, c'est 34 000 milliards de PIB en pouvoir d'achat. D'accord ? Plus que les États-Unis. Les États-Unis, c'est 29. Voilà. Donc nous sommes riches. Et nous avons choisi les dépenses sociales, la protection, la santé, etc., au détriment, c'est vrai, des questions stratégiques. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que l'ancien commandant... suprême de l'OTAN, le général Stavridis, un autre Américain, dit « Si demain les Américains quittaient l'OTAN, les Européens ont la capacité de les remplacer. » Ils peuvent les remplacer en 5 ans, vous citez Stavridis. Voilà. C'est quelque chose qui vous paraît crédible, Olivier Zajac ? C'est crédible si on remplace les États-Unis en 5 ans. Avec Jean-Luc Giuliani. Avec effectivement des listes de capacités, des pourcentages, oui, on est sur le papier, théoriquement, une grande puissance militaire. Mais le problème, c'est qu'une montée en puissance, une capacité à combattre ensemble, une capacité à être crédible, à être dissuasive vis-à-vis d'une menace immédiate ou d'un risque plus éloigné, eh bien, ça ne dépend pas seulement d'addition. Ce sont des multiplications entre les fins qu'on se propose, les moyens dont on dispose et qu'on fabrique et qu'on met en œuvre ensuite, un entraînement, une capacité à concevoir, à combattre ensemble, et en fait ça se décrète pas. Ça prend extrêmement longtemps s'il n'y a pas la volonté de le faire. Ce qui m'inquiète
Personnellement, c'est pas que on ait cessé de penser géopolitiquement, on l'a fait. Ça fait 30 ans qu'on a arrêté de penser géopolitiquement. On a remplacé en fait une appréhension, si vous voulez, réaliste de notre localisation géographique et des conséquences qu'elle entraîne en Europe par une sorte de, je dirais, une géoéconomie des valeurs, aux deux sens du terme. Les valeurs au sens financier et économique, et les valeurs au sens moral. Bon, ça fait pas une politique responsable, et ça fait pas une politique efficace. Et surtout, ça nous a empêchés, c'est l'expression qui est utilisée par Jean-Dominique Giuliani, de penser stratégiquement. Mais le plus grave, c'est pas ça, c'est pas l'aspect matériel, c'est pas l'aspect militaire au sens propre, c'est l'incapacité que nous avons à, si vous voulez, penser de manière autonome. On pourra toujours répéter, en sautant sur sa chaise comme des cabris, sur nos chaises comme des cabris, il faut être autonome stratégiquement, l'autonomie stratégique. Ça ne sert à rien si on n'est pas autonome conceptuellement. Donc en fait, ça fait 30 ans, et c'est plus grave que notre subordination militaire, qu'on pense avec les idées des autres, qu'on pense avec les concepts des autres, qu'en fait on a cessé en l'occurrence, de nous essentiellement penser américain. Oui, et ça éclate à Davos. Parfois russe, Ça éclate à Davos. Il y a deux discours à Davos. C'est pas le discours du Premier ministre canadien et le discours du président français, ou même celui de Trump. Il y a celui de Mark Carney qui est extraordinaire, point de vue, si vous voulez, et qui a été remarqué comme tel. Oui. Il lève le rideau, il dit regardez les coulisses, regardez la cuisine, regardez les dégâts. Voilà ce qu'on a cru, ce qu'on a voulu croire, et la pièce est terminée. Là, c'est terminé. Mais pour connaître en fait le vrai problème pour les Européens, du point de vue militaire, je finirai là-dessus, c'est un autre débat qu'il faut regarder à Davos, et jusqu'au bout. Le débat entre le président polonais, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, donc le président polonais, Karol Nawrocki, et alors il y a d'autres participants, mais et le président finlandais, alors celui-là, on l'a Alexander raté, Stubb. dites-nous en quelques mots. Ah, il est extraordinaire. Modéré par une Allemande, par une anchor woman allemande. En fait, le thématique de ce débat, c'est l'Europe peut-elle se défendre par elle-même ? Toute seule. Et en fait, tous les trois disent non. Non. Rutte va jusqu'à dire « Heureusement que Trump est là. Vous ne m'aimez pas parce que je le défends, en tant que secrétaire général de l'OTAN. Heureusement Ce qu'il dira quelques temps plus tard devant le Parlement européen, et on va lui reprocher. On va le lui reprocher, mais là, il le dit de manière blunt, vraiment directe, en disant « Vous ne m'aimez pas, mais s'il n'était pas là, nous ne réveillerons pas. » Et il ne remet pas en question ni la vassalisation européenne, sur le plan technologique, c'est-à-dire il l'accepte. Il l'accepte. Et il démontre qu'elle est bonne. Elle nous permet de nous réveiller. Et le président polonais va dans son sens. Le président finlandais, ce qui est un peu plus décevant, parce qu'ils avaient une capacité à penser de manière autonome, va aussi dans ce sens. La réalité, elle est là. Elle n'est pas dans le discours du Premier ministre. On va revenir sur ces aspects quand on va parler un peu de la Russie. Mais Joséphine Staron, il y a des défis très concrets que lance Donald Trump à l'Europe. La guerre commerciale, le Groenland, effectivement le soutien sécuritaire. Qu'est-ce qui est le plus grave finalement ? Qu'est-ce qui vous paraît le plus décisif dans cette nouvelle relation ? Je dirais qu'il y a un moment qu'on peut voir, où les historiens le noteront peut-être comme un tournant, c'est ce qu'on pourra appeler le moment groenlandais. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, les Européens, à chaque attaque de Donald Trump, essayaient de se dire « ça va passer, c'est une lubie, c'est Donald ». Il ne sait pas ce qu'il dit. Et puis essayer de se rattacher à ce que vous disiez, c'est-à-dire une vision passéiste de notre relation transatlantique. Et après le Groenland, on peut plus tenir ce discours-là. Ça a révélé quelque chose. Ça a révélé déjà une agressivité nouvelle de la part d'un allié, les États-Unis, et puis surtout une volonté de prédation d'un territoire relativement autonome et qui appartient quand même à un État membre de l'Union européenne. Et ça, pour les Européens... Est-ce qu'il a fait marche arrière à vos yeux, Donald Trump ? On verra. Parce qu'on a rencontré la semaine dernière la première ministre danoise. Elle disait carrément, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump, mais l'idée est toujours là. Mais l'idée est forcément là. Elle n'est pas du tout persuadée. D'abord, elle dit que Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, n'avait aucun mandat pour négocier à sa place. Et elle dit l'idée est toujours là. Donc elle est toujours sur ses gardes. Bien évidemment, elle a raison. Parce qu'on a tendance en Europe à ne pas vouloir croire et entendre ce que disent les grands leaders autoritaires. Vladimir Poutine, Xi Jinping, qui depuis 10 ans nous étale son plan de domination régionale puis mondiale, et aujourd'hui Donald Trump. Que ce soit sur le Groenland ou sur d'autres dossiers, Donald Trump annonce ce qu'il va faire. Alors il peut changer de méthode. À la fin des fins, s'il veut le Groenland, il fera tout pour l'avoir d'une manière ou d'une autre. Donc le moment groenlandais pour les Européens, c'est ce moment... Il a redit hier qu'il voulait l'acheter. On se rend compte que finalement, il n'y a plus aucune barrière. Le droit,
le respect tout simplement de la souveraineté, qui est un des fondements des croyances, des valeurs européennes, il est bafoué par les Américains. Et il y a un sondage qui est très intéressant, qui a été réalisé par le Grand Continent en janvier, là, qui montre que 73% des Européens, et c'est inédit, estiment désormais qu'ils vont devoir assurer leur propre sécurité sans les Américains, qu'ils ne pourront plus compter sur les Américains. Et plus important encore, il y a plus de 60% des Européens qui valident l'envoi de militaires européens au Groenland en position défensive. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que quelque chose a changé et que même si on n'a pas encore trouvé le chemin, il va bien falloir qu'on se débrouille tout seul. Olivier Zageck, sur ce point, la première ministre danoise semble penser que s'il y a une présence permanente de l'OTAN sur le territoire groenlandais, ça empêcherait virtuellement Donald Trump d'un coup de force sur place. Vous pensez que ça suffira ? Non. Non. Je suis de ceux qui pensent que ça ne suffirait pas seulement. Si les Européens ne se montrent pas dissuasifs pour eux-mêmes et par eux-mêmes, sans renvoyer, si vous voulez, c'est sortir du problème, essayer d'évacuer les choses en disant l'OTAN est là, les États-Unis font partie de l'OTAN, donc ça résout le problème. Envahir le Groenland serait se battre contre eux-mêmes. C'est ce que d'ailleurs Rutte, Navrocki et Stubb disent dans le débat auquel je faisais allusion. Ils disaient, en fait, l'OTAN protège autant les États-Unis que les Européens. C'est se leurrer complètement sur la manière dont les Américains conçoivent l'OTAN. Ils n'ont pas besoin de l'OTAN. On aimerait croire qu'il y a des gens dans l'entourage de Donald Trump qui pensent qu'on peut faire d'une pierre deux coups. Acquérir le Groenland et se débarrasser de l'OTAN, dans le même mouvement. Peut-être pas dans le même mouvement. Ça serait le résultat. S'il y avait un coup de force contre l'OTAN... Oui, on se tromperait si je suis complètement d'accord. Ils n'ont pas abandonné l'idée. Ils l'ont toujours en tête. Et pour le comprendre, il faut... Le problème avec Donald Trump, c'est que toutes les 2 heures, il y a une nouvelle rupture. Donc on est obligé, du point de vue du narratif, on est obligé d'y prêter l'oreille. J'aimerais pas être journaliste en ce moment. Il est président des États-Unis. C'est difficile de dire là, je vais négliger complètement ce qu'il dit. Sur le Groenland, Nicolas Bavrez. Il faut quand même... on va y revenir, mais il y a 2 choses qu'il faut avoir en tête. D'abord, ce n'est pas seulement une lubie de Donald Trump. Non. Les États-Unis ont essayé plusieurs fois dans leur histoire d'acheter déjà le Groenland. Les traités Ils ont essayé un peu plus gentiment. Il y a des traités de 42, de 52 qui s'appliquent aujourd'hui, mais donc le Groenland est quelque chose qui est dans l'histoire américaine depuis longtemps. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que d'un point de vue stratégique, il y a des vraies raisons. Il y a l'ouverture de la route du Nord aujourd'hui, et effectivement, le Groenland est très important. Oui, mais pardon, les Danois et les Groenlandais disent que les questions stratégiques peuvent être absolument réglées dans le cadre des accords existants. Donc, il y a de vraies raisons stratégiques, notamment pour ce qui est la détection, l'interception, et donc la mise en place éventuelle d'un dôme. Le Groenland a un rôle important. Donc, ensuite, il est clair qu'entre alliés, d'abord les traités existants, il faut toujours rappeler que les militaires les plus présents au Groenland, et il y a des milliers c'est parmi les plus grandes bases américaines dans le monde. Donc en réalité, aujourd'hui, les militaires américains sont déjà très largement présents. Enfin, il y a eu jusqu'à 5000 soldats. Ils sont 150. Ils sont 150, oui. Oui, mais ils ont une capacité de montée en puissance qui est très... qui est très forte. Donc, si on cherche des choses raisonnables, c'est très très simple. Par exemple, si on dit que c'est aussi important que ces bases soient territoire américain, eh ben, on peut faire un accord avec un bail pour... Voilà. Mais on se heurte ensuite, effectivement, au fait que pour Donald Trump, c'est un marqueur. Je pense qu'il est obsédé aussi par les kilomètres carrés, des choses aussi bêtes que de devenir plus grand que la Russie. Et donc, comme on l'a dit, il y a une ligne rouge sur ce dossier-là. Mais comme sur beaucoup d'autres. La leçon, ce qui s'est passé pendant cette année, c'est ce que disait Churchill, la politique de l'apaisement, c'est nourrir un crocodile en espérant qu'il vous mangera en dernier. On a eu la démonstration par A plus B, la Chine a résisté. La Chine a riposté férocement sur les droits de douane, et elle a dit, très bien, il n'y a plus de terres rares. Et à Busan, le monde a basculé, c'est les États-Unis qui se sont couchés, et la Chine s'est affirmée comme l'égal des États-Unis. Il est clair que ce qu'on a vu, c'est que Madame von der Leyen, Rutte, et tout cela n'ont jamais cessé de se coucher devant... Plus on se couche devant
Donald Trump et plus il vous écrase. Et le début de réaction qu'il y a eu sur le Groenland, on a vu que finalement il a reculé. Il a reculé pourquoi ? En fait, un peu pour les Européens, mais pour deux raisons fondamentales. C'est que les sondages, 80% des Américains disent mais qu'est-ce que c'est que cet avant et les marchés financiers. Mais il y a et n'oubliez pas qu'il y a 38 000 milliards de dollars de dette américaine. Les Européens n'ont 3 800. Sur l'ensemble des obligations publiques et privées. 3 800 dollars de, on a de 8 dette 000 américaine. 8 000 milliards de... C'est-à-dire on a 10% de la dette américaine. Absolument. Et les Chinois, on l'oublie toujours, mais au printemps, la secousse d'avril, c'est parce que les Chinois ont commencé à vendre de la dette américaine. Des instruments de rétorsion, on en a beaucoup, il y a le mécanisme anticoercitif. Mais c'est vrai que depuis le début, on s'est complètement trompé, c'est-à-dire que la loi avec Trump, elle est simple. Il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Alors, vous évoquez les outils. Il y en a des outils ? Il y en a des outils. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment il faut répondre aux droits de douane ? Comment il faut répondre ? Il faut être beaucoup plus dur. Le problème de l'Union européenne, c'est que ce n'est pas un État, ce n'est pas un empire. Elle ne se pense pas en État ni en empire. Et que donc, elle délibère. Et que certains, comme par exemple nos partenaires allemands aujourd'hui, considèrent qu'il vaut mieux tenter l'apaisement, ou les petits États qui ont des troupes américaines, ou la Pologne qui est persuadée... On peut comprendre que les Baltes se sentent en première ligne face à la Russie. La Pologne aussi, elle s'est toujours trompée dans ses alliances. Toute son existence, elle n'a même pas existé pendant 300 ans, à cause de ça. Parce qu'elle a toujours choisi les mauvaises alliances. Donc là, c'est pareil, persuadée que les Américains vont les défendre. Ce qu'on sait, on sait très bien que l'article 5 de l'OTAN, s'il devait y avoir une difficulté aux frontières de la Pologne, les Américains ne bougeraient pas. N'est-ce pas ? Donc, on le sait, ça a été joué... Si on en est aussi certain que vous le dites, ça veut dire que Vladimir Poutine, lui aussi, en est certain. Eux n'en sont pas certains, mais les militaires américains le savent. Alors, pour revenir quand même à ce qu'on disait, il faut être plus ferme, plus dur. Incontestablement, c'est d'ailleurs la position de la France qui réclame d'être plus ferme. Par exemple, c'est bien de ne pas ratifier l'accord douanier avec les États-Unis. Le Parlement européen a suspendu. Il a suspendu, différé. Mais un autre exemple. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on devrait être plus dur. Et voyez-vous, l'accord, il a été signé par Mme von der Leyen, mais avec un mandat des États. Oui. N'est-ce pas ? Donc, quand on dit l'Europe, chaque fois, Rutte, normalement, il devrait s'exprimer au nom de l'OTAN. S'il ne s'exprime pas, il faut changer de secrétaire général. Donc, les États sont faibles. Nos États sont faibles dans le processus européen. C'est peut-être ça qu'il faut corriger. Et on voit bien, par exemple, la coalition des volontaires ou sur l'Ukraine. Autre exemple. Contrairement à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit en écoutant Donald Trump, finalement, on s'est opposé à sa tentative, dans le dos de l'Ukraine et dans le dos des Européens, de se mettre d'accord avec Poutine. Il ne peut pas le faire. Et les négociations qui ont lieu, là, n'aboutissent pas, parce que l'Europe a dit non, c'est tout. Seulement pour ça, ou Olivier Zajac, il y a aussi le fait que le président américain ne peut pas abandonner, céder sur toute la ligne face à un président russe. Même Donald Trump. Effectivement, même Donald Trump, quelles que soient ses idées particulières ou ses obsessions, il en a un certain nombre. Il a peu d'idées, mais elles sont anciennes et elles sont toujours présentes à son esprit. Mais même lui ne peut pas aller au-delà d'un certain point culminant. Il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis à long terme. Aux mains de Poutine. Bien sûr que non. Kiev ne doit pas tomber. C'est une formule que j'utilise souvent parce que, en réalité, elle est frappante au sens où les États-Unis, même les États-Unis, sont soumis aux lois éternelles de l'équilibre de la puissance. Une bascule totale de l'équilibre de la puissance en Europe au bénéfice de la Russie, alors que c'est un État, on reprend la théorie, les catalogues et les rapports de force instrumentaux, c'est un État qui est plutôt faible en réalité, la Russie, si on regarde les choses, mais qui a une volonté de faire, et qui a des objectifs très clairement définis, eh bien ça, c'est pas dans l'intérêt à long terme des États-Unis. Donc même Donald Trump est soumis à cette force-là. Donc il ne peut pas aller au-delà d'un certain point. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle ne saisit pas en fait ces équilibres de puissance, ces modèles des relations internationales, qui sont ceux en particulier du réalisme, et qu'en fait on est très en arrière de la main, on ne saisit pas en fait tous les espaces qui nous sont ouverts, et on ne va pas jusqu'au bout de la liberté d'action qu'on pourrait avoir. Mais il n'y a pas de dynamique. Le problème, c'est qu'on est
fondamentalement divisée. L'Europe de l'Est, l'Europe centrale, l'Europe orientale, quel que soit le nom qu'on donne, finalement, on s'est félicité du fait qu'il y avait une sorte de bascule, d'influence, de dynamique, en particulier dans le cadre de la guerre d'Ukraine. Des Européens plus lucides vis-à-vis de la Russie, avec beaucoup de volonté, un lien avec les Américains. Le problème, c'est que la France, l'Allemagne en particulier, ont un peu renoncé à orienter, à dire la politique étrangère de l'Union européenne pour qu'elle soit un sujet, pas seulement un objet des relations internationales. En gros, on a un peu, pardonnez-moi, je vais beaucoup choquer, on a un peu polonisé notre politique étrangère en Europe. Pour de bonnes raisons, en partie, mais pour de mauvaises raisons à long terme, parce que finalement, ça provincialise notre regard. On est focalisé sur la Russie, on ne voit pas le reste du monde, on n'a pas vu les États-Unis changer, on ne voit pas la Chine évoluer, on ne voit pas l'Inde progresser, on ne voit pas le Brésil douter, on ne voit pas le Canada se retourner complètement. Bref, on est devenu, si vous voulez, on est focalisé sur un front et on oublie d'avoir une politique étrangère pour nous-mêmes. C'est ça le drame des Européens, en particulier vis-à-vis des Américains. Oui, vous balayez large. Juste avant qu'on passe à tous ces aspects-là, un mot quand même sur la réponse qu'on doit apporter à Donald Trump. Si on utilise cet instrument anti-coercition, si on réplique aux droits de douane par des droits de douane, si on s'oppose absolument de toutes les manières possibles à la confiscation du Groenland, est-ce qu'on est prêt aux représailles en Europe qui ne manqueraient pas de venir de Washington ? La question des représailles, les Chinois se la sont posée et comme vous l'avez dit, ils ont gagné à la fin. Mais peut-être qu'ils avaient un arsenal un peu... Ils ont des moyens, mais nous, on en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Vous avez parlé de la dette. Il faut faire la guerre, par exemple, aux géants de la tech américains. Bien sûr. Il faut leur imposer le droit européen. Il faut assumer ce bras de fer-là. Pensez-vous qu'une entreprise américaine comme les grands GAFAM américains pourrait se passer du marché européen aujourd'hui ? Peuvent-ils se passer d'un marché de 400 millions de consommateurs ? Et puis, les Américains ne peuvent pas s'en passer. passer. Ce qu'on a dit, c'est c'est hyper important. Il y a le relais des marchés et puis des sondages et de la vie, parce que les Américains... Donc il faut appuyer là où ça fait mal à Trump. Bien sûr. La et bourse notre marché, c'est notre force. Alors on n'a pas encore une puissance géopolitique affirmée, militaire et compagnie. En attendant, on a tout misé sur le marché. Misons encore davantage sur ce marché en attendant la volonté politique qui, j'espère, viendra de nous constituer, de nous penser en puissance, peut-être même en empire, non pas un empire tel que les États-Unis ou la Russie se pensent aujourd'hui, mais un empire européen. Pacifique. Le plus difficile, c'est que nous ne parlerons jamais comme un État ou comme un empire. Parce que nous sommes l'Europe. Mais il faut en être aussi fier. Être lucide sur tout ce qui ne va pas, la compétitivité, le confort dans lequel on... Mais il faut être fier de ce que nous sommes. À mon avis, nous sommes en avance sur les empires pour peu qu'on survive. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ce qui est une vraie question. Donc, prenons toutes les mesures pour survivre, mais aussi soyons fiers de ne pas parler comme Trump, comme Poutine ou comme si. On n'a rien à voir avec eux. Nous sommes autre chose. Nous venons de plus loin. Nous avons un substrat culturel et historique qui fait que nous ne pouvons pas réagir de la même manière. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est faible et qu'on doit abandonner. Donc le but n'est quand même pas de ressembler ni à Poutine ni à Trump, de Nicolas Bavrez. Non, pas du tout, d'autant, comme je le disais, qu'on a une chance historique dans le XXIe siècle. Les autres sont des empires. Et ils sont tous d'accord, plus personne ne défend la démocratie, plus personne ne défend la liberté politique, sauf peut-être l'Europe. Mais c'est une chance inouïe. Regardez aujourd'hui, il y a des investisseurs dans le monde entier, y compris aux États-Unis, ils ne regardaient plus l'Europe. Maintenant, c'est un désordre tel aux États-Unis, il y a un tel degré d'imprévisibilité. Il faut rester un havre de démocratie, de stabilité juridique et politique. Il ne faut pas que l'État de droit soit un carcan qui bloque tout, mais le fait d'avoir un État de droit, il ne faut jamais oublier que c'est extraordinaire pour les citoyens, c'est très utile pour les investisseurs. Parce que quand vous avez les droits de douane avec le Canada qui changent 3 fois dans la même journée, si vous voulez faire de l'industrie automobile avec des échanges de pièces avec le Canada, c'est tout simplement plus possible. Donc il y a beaucoup, et d'ailleurs on le voit très bien, aujourd'hui la croissance américaine elle diminue un peu, mais elle est portée uniquement par la tech et la finance, et l'industrie et l'agriculture vont pas bien du tout. Et ce que je voulais dire derrière ça, c'est que on a parlé du côté défensif face à Trump. Et donc, il y a les deux grands dossiers. D'abord, ne pas se laisser complètement mettre sur le côté
pour la négociation avec la Russie sur l'Ukraine. Et puis l'autre grand dossier, c'était les droits de douane. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la stratégie, elle ne doit pas être simplement défensive. Il faut qu'il y ait une stratégie offensive. Il faut qu'on réduise nos dépendances vis-à-vis des États-Unis. On ne peut pas continuer à dépendre d'eux pour l'énergie, parce qu'on a basculé de la Russie aux États-Unis, c'est aller de Caribe-en-Scylla. On dépend d'eux pour la technologie, on dépend d'eux pour l'armement, on dépend d'eux pour les marchés financiers. Donc, il faut travailler à réduire ça progressivement, faire un vrai découplage. Il faut réarmer aussi de manière sérieuse. Et les Européens sont quand même très coupables. Au sommet de l'OTAN, tout le monde a signé pour dire qu'on allait passer nos dépenses de défense à 3,5% du PIB et défense élargie à 5% du PIB. Il n'y a pas un des États qui a signé ça qui y croit une seconde. Si on arrivait déjà à 3% du PIB, ça, pour de bon, ça serait remarquable. Mais sauf que maintenant, il faut le faire. Il faut le faire pas pour l'OTAN, pour les États-Unis, il faut le faire pour nous parce que c'est vital pour réassurer. Et la dernière chose, dans la continuité de ce qu'a dit et des trucs offensif, dans la continuité de ce qu'a dit le Premier ministre Mark Carney à Davos, c'est qu'on a une autre carte à jouer, c'est qu'il faut qu'on fasse du multilatéralisme sans les États-Unis. Et ce qui a été dit, c'est qu'il faut que l'Europe, on doit signer avec le Canada, on doit évidemment signer le Mercosur, on doit signer avec l'Inde, on doit organiser nos relations avec l'Afrique sur une base continentale, on doit se rapprocher des vraies démocraties d'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan et la Corée du Sud. On n'est pas seul au monde. Et donc, assumer un multilatéralisme hors les États-Unis. Et il y a beaucoup de gens que ça peut intéresser, y compris les États du Sud, qui pour l'instant n'ont comme seule possibilité que de se jeter dans les bras de Pékin. Mais si on leur offre quelque chose d'autre, à commencer par l'Inde, ils seront ravis de pouvoir jouer, de ne pas être simplement entre les mains de Xi Jinping. Olivier Zajac, on a parlé de la nécessité pour l'Europe de se défendre. Je voudrais que vous nous disiez si beaucoup de gens ne croient pas à la menace russe. On est en France, on ne voit pas les chars de Poutine débarquer demain. Qu'est-ce qu'il faut penser de la réalité de cette menace sur l'Europe? C'est une question qui nous renvoie en fait à l'aspect temporel de toute stratégie et de toute politique étrangère. À court terme, à moyen terme, à long terme. La menace à court terme, elle est réelle. Oui. Une guerre est en cours en Europe. C'est une tragédie, il y a des destructions, des morts. Il peut y avoir une escalade incontrôlée. Oui, si effectivement on fait les mauvais choix stratégiques. Il y a le poids de la structure, des rapports de force, et puis évidemment il y a les libertés d'action des décideurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui vous disent « mais Poutine n'est pas fou, il n'attaquera jamais l'Europe ». Alors déjà, j'ai un problème avec, si vous voulez, le réflexe qui consiste systématiquement à personnaliser, si vous voulez, les réalités complexes qui sont ceux de pays qui ont une histoire, une géographie et des frontières, en plus du cas de la Russie, qui ouvre sur plusieurs continents voisins, etc. Poutine, c'est pas la Russie. Je suis désolé. Trump, c'est pas les États-Unis. Macron, c'est pas la France. Il faut reprendre en fait, à mon avis, le réalisme, c'est ça aussi. C'est un sens long de l'histoire, des forces profondes qui vont au-delà des personnalités de ceux qui, avec leur foucade, leurs préjugés, voilà. On vous concède ça tout à fait, mais quelle est la réalité de la menace qui doit précisément nous amener à réagir, à réarmer. Elle est immédiate. Donc il faut réarmer pour cette raison, parce que la Russie, effectivement, a déclenché une guerre sur le continent européen, qu'elle a agressé l'Ukraine et qu'on ne peut pas, effectivement, ni céder ici, comme on ne peut pas céder au Groenland. Il faut être dissuasif partout, en réalité, pour les Européens. Parce que sinon si vous voulez, du point de vue du temps long, eh bien, on ne fera plus peur à personne. Et ce ne sont plus les grandes puissances qui viendront à la curée. Ce seront les petites puissances régionales qui viendront tester la volonté des Européens. Et là, pour le coup, on se rendra compte de notre déclassement et de notre faiblesse dans le regard des autres. Donc ça, c'est un premier point. Oui, effectivement, il faut se défendre, il faut être dissuasif de ce point de vue-là. Mais à long terme, il faut imaginer d'autres futurs, y compris qui tiennent compte d'une évolution possible de la Russie. Ça, c'est difficile à prendre en compte, mais il faut être imaginatif de ce point de vue, comme il faut essayer d'imaginer ce que seront les États-Unis dans 30 ans. Ouais. Il faut imaginer ce que pourrait être la Russie dans 30 ans et le rôle et le lien qu'on pourrait avoir avec elle ou à côté d'elle. Ça, c'est difficile à imaginer. On ne veut pas, on bloque psychologiquement. Mais est-ce que, du point de vue européen, est-ce que l'Europe peut devenir une puissance sans être une puissance militaire, ou est-ce qu'on doit en passer par la puissance militaire? Non, on doit en passer par la puissance militaire. Il ne faut pas le faire. Il n'y a aucun doute. Enfin, là, le monde a basculé, quand même, ce qui s'est passé. On est dans un monde d'empire où la force prime le droit.
Donc, soit on veut continuer à jouer le droit en dehors de la force, et là, c'est ce qu'a dit Marc Carnet, hein, on ne sera pas à la table, on sera au menu. Ouais. Et Joséphine Staron. on l'a bien vu sur le dossier groenlandais. Donald Trump n'a pas reculé, selon moi, mais en tout cas a mis un temps de pause à partir du moment où les Européens ont parlé militaire. Même si c'était dans le cadre d'une démarche exploratoire, quelques soldats par-ci par-là. À partir du moment où on a parlé le langage militaire, eh bien, ça a mis un frein d'arrêt à Donald Trump. En tout cas, une pause. Le mot que vous avez prononcé, que je trouve très intéressant, c'est le mot de test. Nos alliés, nos ennemis, nos adversaires, peu importe comment on les appellera, vont nous tester. Quel est le plus gros risque, on va dire à court terme aujourd'hui? Eh bien, c'est que la Russie décide de tester la volonté politique de l'Europe et de l'OTAN, sur un pays balte notamment. Ce test, il ne coûterait pas très cher à la Russie. Parce que dans l'esprit de Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est de se dire les Européens sont suffisamment divisés et Donald Trump est suffisamment en retrait pour qu'on voit jusqu'où on peut aller, grosso modo. Il y a déjà eu un test et les Européens ont plutôt bien répondu, c'est le Groenland. Le Groenland a été le premier test auquel on a été confronté en tant que puissance qui tente de se penser comme telle aujourd'hui en Europe. Et pour l'instant, ce test est réussi. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est la suite. Parce que ce fameux accord qui va peut-être être passé entre le Danemark, l'Union européenne et l'OTAN / États-Unis, si c'est pour céder de la souveraineté, même des bouts de souveraineté aux États-Unis, eh bien, ce sera un échec déguisé pour les Européens. Et ça, Vladimir Poutine, Xi Jinping, tout le monde aura tout à fait conscience. On pourra maquiller, marketer cet événement en victoire pour les Européens, mais au fond, nos adversaires sauront très bien qu'on a cédé. Jean-Dominique Giuliani, on peut être une puissance militaire purement défensive, sans être agressive ou menaçante pour les autres. Bien sûr, mais je crois qu'il n'y a pas de politique étrangère durable sans qu'elle soit appuyée, crédibilisée sur une puissance militaire. Donc nous dépensons, sous votre contrôle, plus de 400 milliards chaque année pour la défense. Donc nous ne sommes pas ridicules. Donc nous avons des problèmes d'organisation. C'est pas impossible. On a eu 2 guerres sur le continent. Est-ce qu'il faut commencer par l'industrie de défense? Est-ce que c'est le bon moyen de... Le réarmement de l'Europe, il est en cours. Il est en cours, il redémarre. On ne peut pas le nier. Le budget cumulé de tous les États membres de l'Union européenne, il a pratiquement doublé depuis 5 ans. Donc, incontestablement, il y a un effort, une prise de conscience. Ça ne suffit pas, parce qu'il faut, bien sûr, apprendre à se battre ensemble. L'OTAN nous y a beaucoup aidé, quand même. Dans le cas de l'OTAN, on sait se battre ensemble. Là, on parle des Européens, on ne parle pas de l'Europe, on est bien d'accord. Bien sûr. C'est pas la défense, c'est pas l'armée européenne. Et c'est pas l'Union européenne. C'est pas l'Union européenne, ce sont les États membres. La Commission européenne, elle fait qu'aider au mieux. D'accord ? Pour clarifier les choses, d'abord, l'Europe, elle a dominé 70% des terres émergées des populations en 1900. Elle n'a plus aucune vocation impériale. Il n'y a que Vladimir Poutine qui explique qu'il y avait des... Il y a la France qui a des fragilités impériales, mais... Des projets d'encerclement ou de... Personne n'a imaginé au sein de l'OTAN ni de l'Europe d'attaquer la Russie de quelque manière que ce soit. Donc l'Europe, elle n'a aucune... revendication territoriale ou projet d'expansion. Donc, la défense européenne, c'est un pouvoir de dissuasion pour préserver, et c'est uniquement de la dissuasion. Donc, le nucléaire reposait pratiquement exclusivement sur les États-Unis, avec la particularité des forces du Royaume-Uni, la France, mais qui n'ont ni le volume, ni la doctrine qui permettrait de couvrir l'Europe. Et puis ensuite, il y a une dissuasion conventionnelle, même si on n'accepte pas le mot en France, et qui de fait ne peut fonctionner aujourd'hui qu'avec les États-Unis pour toute la partie, d'abord renseignement, commandement, etc. Donc, votre question, est-ce que si on fait seulement de l'industrie, ça marche? Évidemment non, parce que les militaires ont raison, ce qui compte c'est l'effet utile. Ce qui compte c'est de dissuader. Pour dissuader, il faut que vous soyez crédible. Donc pour être crédible, il faut d'avoir une force opérationnelle qui fasse peur à l'adversaire. Ensuite, c'est un système, donc il y a une doctrine, il y a des forces opérationnelles et il y a une industrie qui permet de... Et
j'allais dire, derrière tout ça, il faut un certain esprit de défense et de mobilisation. Tout ça, pour l'instant, c'est un puzzle qui est parfaitement éclaté en Europe. Donc, on a un vrai progrès, on a des budgets Comment on commence à recoller les pièces du puzzle? Il y a une formule du président finlandais Alexander Stubb que j'aime beaucoup. Il dit « On ne fait pas la guerre avec des pourcentages, on fait la guerre avec des capacités. » Et les capacités, c'est différent du matériel. On peut avoir tout le matériel qu'on veut, effectivement, s'équiper, avoir plus de chars, davantage d'avions de combat. Si on n'est pas capable de maîtriser la technologie, les pièces de rechange, la logistique qui est associée à ces matériels, la capacité à faire évoluer l'avionique, les logiciels embarqués, etc., par nous-mêmes, eh bien en fait, on n'a pas des capacités, on a simplement du matériel. Et à partir du moment où quelqu'un décide, qui nous l'a fourni et qui en maîtrise en fait les capacités hautes, décide qu'on s'en servira pas, on s'en servira pas. Donc en fait, aligner les ordres de bataille ne sert à rien si l'Europe n'a pas ce sursaut qui consiste à penser pas simplement la force, mais la puissance. La force, c'est quantitatif. Il y a la limite, si on écoute certains Européens, on pourrait se contenter de ça. Et on continue à entretenir la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Donc, en fait, militairement, on n'est pas une puissance, on est juste une force. Et une force supplétive. Si on pense la puissance, alors on pense la différence entre capacité et matériel. Et les capacités, on doit les produire nous-mêmes, les opérer nous-mêmes, les faire évoluer nous-mêmes, assurer la logistique. Ce qui, en plus, se relie à ce que Nicolas Bavrez disait il y a un instant, on pourra nous-mêmes devenir exportateurs de sécurité, pourvoyeurs de sécurité, et du point de vue de notre politique étrangère, ça nous ouvrira multilatéralement et multipolairement. C'est-à-dire qu'on ira chercher des partenaires comme l'Indonésie, l'Inde, les Émirats arabes unis, c'est-à-dire dans un Sud, alors j'aime pas l'expression Sud global, mais qui refuse de choisir entre les États-Unis, sphère de puissance, et la Chine. On a des opportunités dans cette zone-là, mais on ne les aura pas si on ne devient pas une puissance militaire, si on ne pense pas les capacités. Il faut combien de temps? Il faut combien d'années pour qu'on passe de ce discours, qui est déjà soutenu, même, je dirais, accepté. Puis je peux me permettre un clin d'œil. Jean-Dominique Julien. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Olivier Sacek. En fait, ce sont les clients du Rafale, n'est-ce pas? Alors, c'est exactement ça. Et donc, on pourrait y dessiner. Hein. On a la bande qui correspond exactement à cette et donc, oui. Et alors évidemment, ça prend du temps parce qu'on est en retard, parce qu'on s'est assoupi, parce qu'on a fait d'autres choix budgétaires, etc. Tout ça est vrai, mais je vois que le mouvement peut démarrer. Il démarre difficilement chez certains de nos partenaires. Je pense notamment à nos amis allemands ou à d'autres petits États. Mais je trouve que après le Groenland, après la guerre en Ukraine, il se passe vraiment quelque chose. Quand on apprend, comme on l'a appris hier, que désormais le chancelier allemand parle avec le président français derrière le rideau sur l'usage de la dissuasion nucléaire, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Bon, je sais bien que c'est éminemment compliqué, je ne sais pas ce qui en sortira, etc. Mais ça bouge. Et ça bouge à l'européenne, c'est-à-dire pas du tout à la française. Et où nous aimons les choses bien faites, avec des objectifs, des analyses sérieuses. Et pour terminer, c'est la France qui, dans ce domaine-là, tire la réflexion stratégique, incontestablement. Et il faut aussi en être un peu fier. Il faut avoir un discours positif. Et c'est ce qui me désole, c'est que nous avons déjà baissé les bras intellectuellement, ou du moins verbalement, alors que je crois qu'il n'y a pas de raison. Ouais. Les efforts sont énormes à faire. Je rebondis sur ce que vous dites. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'Europe décroche, qu'elle décroche démographiquement, qu'elle a décroché économiquement quand on compare avec la progression du PIB américain avec celle du PIB en Europe, qu'elle décroche au niveau de la technologie. Qu'est-ce qu'on doit répondre parce que vous avez, dans l'ensemble, un discours exigeant mais positif. Joséphine Staron, qu'est-ce qu'on doit répondre à ceux qui disent que l'Europe décroche ? Je pense que oui, l'Europe décroche sur un certain nombre de points, mais l'Europe peut raccrocher aussi très vite. Ouais. La seule chose dont on n'a pas parlé ici, c'est la volonté politique. On peut monter en gamme industriellement parlant, en capacité, en volume. On peut également faire en sorte que notre législation numérique passe sous l'angle de l'extraterritorialité, comme les Américains. On peut le faire, on peut tout faire. Est-ce qu'on a la volonté politique de le faire ? Il y a deux dossiers quand même qui sont intéressants, où on s'est couché. Déjà, c'est le dossier Thierry Breton,
Thierry Breton qui a été évincé de la Commission européenne. Alors, on pense ce qu'on Là, veut c'est de la France qui bien sûr. s'est inclinée devant Tout à Madame fait. Mais von on der pense ce Leyen. qu'on veut de la personne, peu importe. Mais les dossiers qu'il portait et le bras de fer que la Commission, sous Thierry Breton, sous son impulsion, avait enclenché avec les géants du numérique américain, ça nous recrédibilisait et ça nous montrait comme une puissance. Donc ce dossier-là, on l'a loupé. Mais oui, Deuxième mais ce sont dossier, des lois, elles s'appliquent. elle s'applique quand même. Elles s'appliquent quand même. Mais on n'a malgré pas Thierry Breton. montré suffisamment encore de poigne et de hargne. Et puis le Très vite, deuxième, deuxième. c'est l'accord commercial qui, Oui. heureusement, a été suspendu par le Parlement européen, donc par la voix des Où là peuples. aussi, mais c'est où Madame les von der États... Leyen qui est Oui, mais en première avec ligne, on va dire. avec l'accord des États européens. Donc on s'est couché lamentablement, nous Alors, nous sommes humiliés devant Donald Je Trump. voudrais qu'on écoute Il n'y a pas eu de justement volonté politique Madame suffisamment von der Leyen, forte. c'est très bref, mais elle nous parle de changement de mentalité. Et je vous donne la parole après. We will need a departure from Europe's traditional caution, just like we did on energy, on recovering from the pandemic with Next Generation EU, or like we are doing now with defence, with SAFE, or on supporting Ukraine. The world is changing faster, so does our mindset. If we are now plunging into a dangerous downward spiral between allies, this would only embolden the very adversaries we are both so committed to keeping out of the strategic landscape. Alors vous, Nicolas Bavrez, vous êtes allé assez loin puisque vous proposez de remplacer Madame von der Leyen par Mario Draghi, Oui. auteur d'un rapport qui a marqué la réflexion sur l'avenir de l'Europe. Et non seulement Madame von der Leyen, mais aussi le président du Conseil. Vous voulez vraiment mettre Mario Draghi aux commandes de l'Union européenne. Expliquez-nous. D'abord, on constate que cette Union européenne, maintenant, elle est complètement éclatée, d'ailleurs en partie à cause de la France, avec le président du Conseil, la présidente de la Commission, une autre représentante pour la politique étrangère, dont on n'entend pas beaucoup. Pas trop ce qu'elle fait exactement. Bref, en fait, cet éclatement est préjudiciable à l'unité qui doit présider. Ensuite, Madame von der Leyen, elle pose trois problèmes. Le premier problème, c'est que ça a été la femme du Green Deal et on a fabriqué, et là les Américains ont raison, on a fabriqué un enfer réglementaire en Europe et ça s'est fait sous sa responsabilité. Donc aujourd'hui, il faut le défaire, mais elle n'est quand même pas la mieux placée. La deuxième chose, c'est qu'elle symbolise la vassalisation face à Trump. C'est elle qui s'est littéralement couchée devant lui en Écosse pour aller signer un accord qui est un accord léonin avec assez malvenu, hors de ses compétences, puisqu'elle a pris des engagements en termes d'énergie, d'achat d'armement et d'investissement qui ne sont pas de la responsabilité de la Commission. Et sur la défense, autant elle a une légitimité, par exemple, sur les infrastructures, mais quand elle commence à parler d'envoyer des soldats en Ukraine, on est totalement en dehors du réel. La Commission n'a aucune compétence en la matière. Donc moi, je suis pour qu'on remette de l'ordre et que justement, on commence à se préoccuper de faire les choses pour de bon. L'ordre, c'est quoi? C'est que d'abord, la Commission, son boulot, c'est de faire exactement ce qu'a dit Draghi, de la compétitivité et de la sécurité économique, et de rebasculer le modèle sur investissement et innovation. Ensuite, la défense, ce sont les États. La Commission, elle peut faire ce qu'on a dit, ce qui est le support ou la logistique. Mais la défense de l'Europe, c'est un directoire. Un directoire avec, et qui permet d'ailleurs de ramener le Royaume-Uni, qui est indispensable, donc, qui est en dehors de l'Union. Donc il nous faut la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Espagne, l'Italie, et la Suède et la Finlande. Et ce sont ces États qui doivent s'occuper du soutien militaire à l'Ukraine. Soutien financier, ça, la Commission peut le faire. Mais soutien militaire à l'Ukraine et surtout piloter le réarmement. Parce qu'on n'aura pas d'armée européenne, mais ça veut dire qu'il faut coordonner tout ça et surtout donner le signal politique à Poutine que s'il teste, il aura vraiment du répondant. Donc, voilà, et ce sont ces raisons pour lesquelles je pense que Mme von der Leyen, elle est complètement discréditée. Elle incarne ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire
l'enfer bureaucratique, le fait d'avoir complètement sous-estimé la compétitivité et la sécurité. Elle ose parler d'énergie, mais l'Europe a détruit le système énergétique du continent. C'est incroyable. L'Europe a détruit les télécoms, l'automobile. Maintenant, elle veut s'attaquer à l'armement. Je suis désolé, il y a un moment donné, et l'agriculture aussi a été complètement ratiboisée. Donc, à un moment donné, il faut quand même tirer les leçons de ce qui se passe et entendre la partie des critiques qui nous sont faites et qui, pour le coup, sont fondées. Donc, aujourd'hui, il faut... et je terminerai par ça, vous voyez, l'Europe, elle a vraiment été fondée sur ces idées dont on a parlé, qui étaient d'ailleurs des idées très estimables, mais comme le dit Mme von der Leyen elle-même, le monde a changé. Donc, il faut qu'on change de logiciel. Il faut qu'on bascule vers la souveraineté et la sécurité. Mais on ne peut pas le faire avec des gens qui ont toujours raisonné à l'inverse. Jean-Dominique Giuliani, la solution Draghi, elle vous conviendrait? Absolument, j'ai toujours plaidé pour, depuis toujours, et je pense que ce serait la bonne Et fusionner la présidence de la Commission et la présidence du Conseil, c'est une bonne idée, ça? Écoutez, si on avait une personnalité comme Draghi, on peut avoir des tas d'autres personnalités autour, ce sera lui le patron. Voilà. Ouais. Mais, et on a besoin d'un patron. Oui, on a besoin d'un patron. Au niveau de l'UE. Alors, on a besoin d'un patron qui a été à la tête d'un État. Ouais. Je crois que c'est ça la différence. Je vois parce que même quand Jean-Claude Juncker, prédécesseur de Mme von der Leyen, avait été Premier ministre du Luxembourg, certes, c'est pas un grand pays, pendant 16 ans, mais il savait très bien où était la limite. Et il savait que, par exemple, pour les États, la défense, c'est leur problème. Et que la Commission, elle n'est qu'à côté. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai plaidé depuis longtemps qu'on formalise tout ça dans un traité de défense européen. Entre Européens. Entre Européens, disons. Vous êtes d'accord avec ça aussi, dans le cadre de l'OTAN ou ailleurs, on crée et on dit nous sommes en charge de la défense du continent. Alors, évidemment, les grands États au début, mais je suis sûr qu'ils seraient rejoints aussitôt. Mais alors, vous êtes tous d'accord, il faut un directoire, il faut des pays volontaires, il faut commencer en fait l'Europe à plusieurs objets ou mais ça a toujours vitesses. été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Avec la France au début des initiatives, au commencement. Depuis 1950, c'est comme ça que ça marche. Le problème de la France, c'est souvent qu'elle montre le point d'arrivée, mais pas tellement la voie. Elle n'est pas toujours exemplaire, ça c'est vrai. Olivier Zaget. Et surtout qu'elle est très je suis effectivement d'accord avec tout ce qui a été dit, mais ça nous obligera, et on ne fera pas l'économie de cet effort intellectuel, en fait, qui est un effort d'humilité et de retour sur soi, à nous définir. On ne se définit plus depuis 30 à 40 ans. C'est-à-dire que le rapport qu'on peut avoir à nous-mêmes, le rapport à soi, n'est plus à la base de notre stratégie. On ne sait plus qui on est, donc on ne distingue plus qui sont les autres, donc on n'a plus un rapport réaliste et immédiat à l'objectif, ni à l'espace-temps. Donc en fait, on va être obligé de reparler de l'identité européenne. Qu'est-ce qui nous singularise dans le monde? On ne veut pas répondre à cette question. On n'y a pas répondu depuis 30 à 40 ans. En fait, c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui, on a l'impression d'être faible et un peu égaré. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que ne pas se penser comme prédateur n'oblige pas à se penser, ne pas se penser comme un prédateur ne nous oblige pas à nous penser comme des proies. C'est-à-dire que les Européens ne veulent pas penser la puissance parce qu'ils ne veulent pas penser leur identité collective, qui est différente de celle des Américains. Et c'est là qu'il va falloir qu'on remplace tous nos outils intellectuels et qu'on commence par travailler sur les idées des autres. On ne le fait pas. Il nous reste 1 minute 30. Joséphine Staron, le fait qu'il y ait quand même beaucoup de forces souverainistes en Europe, qui ne soient pas nécessairement favorables à ce type de projet européen, même à géométrie variable. Est-ce que le verre est dans le fruit quand on voit que Donald Trump, encore lui, compte s'appuyer sur ces forces-là? Bien sûr, et ne nous trompons pas de problème. Effectivement, Ursula von der Leyen, elle incarne quelque chose de très négatif aujourd'hui en termes d'image de l'Union européenne. Mais il ne suffit pas de changer von der Leyen les États membres ont construit l'Union européenne pour qu'elle n'ait pas de leadership. Voudraient-ils eux-mêmes un Mario Draghi, même si c'est ce qu'il faudrait pour l'Europe? Je n'en suis pas sûre. Et si demain, on a encore plus de puissances européennes qui sont dirigées par des courants souverainistes, eurosceptiques, pour ne pas dire europhobes, on s'éloignera encore plus de ce modèle. Donc je pense que le problème réside dans les États et dans leur incapacité à accepter finalement cette délégation de souveraineté ou ce partage de souveraineté à une figure, à un leadership européen. Il nous reste 30 secondes, donc c'est vraiment un quiz par oui ou par non. Est-ce qu'il faut repenser l'organisation de l'Europe? Oui, il ne s'agit pas seulement de faire des traités. Ce qui est important, c'est de changer ce qui a été dit, l'état d'esprit. Il faut qu'on raisonne en termes de souveraineté
et de Olivier sécurité. Zajac. L'Europe puissante, c'est la coordination des souverainetés. On ne fera pas l'Europe contre les souverainetés. Donc attention à ne pas mettre les États dans la mauvaise case. La souveraineté, c'est important. Les peuples la réclament. Attention, c'est important. Jean-Dominique Giuliani, le mot de la fin. Totalement d'accord avec ça. Il faut des réalisations concrètes. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'on fait en matière de défense, en matière d'économie, en matière de compétitivité. Le reste Suivra. Voilà. Merci infiniment à tous les quatre de vos lumières sur ces sujets compliqués. On n'a pas fini d'en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.